Hello, salut, bienvenue sur ce nouveau live, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde sur le chat. Salut donc cette Drapsnat, Fixulab, donc François-Xavier, salut Fred, salut Happy2Dev alias l'autre Fred, Laurent Chélus, Monsieur Le Finnois alias Denis de Podor, bienvenue, le Viking, Martin Metal Amstrad, Nono007, Rolling Phoenix, Stéphane Philippard, René alias Sugla, Sulfurel, bienvenue à toutes et à tous. Je n'ai peut-être pas cité tout le monde, mais en tout cas tous ceux que j'ai vus, toutes ceux et celles que j'ai vus. Sinon, est-ce que j'ai la forme, me demande Fred. Oui, la forme. C'est une nouvelle semaine qui démarre. La semaine dernière a été un petit peu chargée, donc je vous avoue que le week-end n'était pas trop pour bien se reposer. Et c'est là que je suis très content d'avoir à 80% de ne pas travailler le lundi, même si pour ce lundi, je vous ai prévu quand même un petit programme, parce que je dis que je me suis reposé ce week-end, mais au final, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, le sujet du jour, c'est de vous montrer comment j'ai porté Doom dans le navigateur, déjà avec la libsdl et Mscripton. Donc j'ai préparé ça hier. Donc autant dire que c'était même pas sûr que j'y arrive pour aujourd'hui, ça m'est trotté comme ça dans la tête. Et je me suis dit tiens on va faire ça. Et donc quelque part ça me repose quand même de faire du code, même si c'est une activité intellectuelle un peu intense. Salut Sylvain alias Gouze, bien le bonjour aussi, j'espère que tu vas bien. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter, alors là du coup j'ai réduit les news de la semaine à leur plus simple expression, je vais juste parler du noyau Linux juste après, et ensuite on va enchaîner directement sur le portage du code original de Doom, et donc vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris. Et on va faire ça avec, je vais rejouer un petit peu avec vous en mode live code, tout ce que j'ai fait hier pour pouvoir déjà faire en sorte que le code d'il y a 30 ans compile et fonctionne, et ensuite de faire le portage vers la SDL, puis ensuite vers Mscripton. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer déjà par la petite news de la semaine. Je vous en parle toutes les semaines, le noyau Linux, c'est l'habitude, c'est la tradition. Et donc, en termes de tradition, autant vous dire que je vous avais prévenu la semaine dernière, le noyau 6.8 est enfin sorti, ça y est. Donc la semaine, c'était la dernière release candidate, et la 6.8 finale est sortie cette nuit pour nous, donc hier et cette nuit. Et donc sans grande surprise, hein, ça va être une version du noyau qui va avoir une durée de vie de quelques mois, hein, puisque c'est une version intermédiaire. Pendant les lives précédents, je vous ai dit, elle apporte essentiellement des correctifs, je dirais plutôt au niveau des systèmes de fichiers, sur BKHFS par exemple, sur DeluxT 4FS, sur ButterFS aussi. Il y a eu pas mal de petites corrections sur les systèmes de fichiers. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quelques petites corrections et nouveaux pilotes qui arrivent, dont le nouveau pilote Intel Xe, donc qui est le pilote graphique pour les chipsets intégrés Intel. Tout nouveau pilote qui est arrivé. Et donc à tester. Pour tout vous dire, j'ai pas encore testé parce que là j'ai pas de machine Intel Xe sous la main. Si peut-être ma machine pro, faudrait que je regarde. Donc je ferai peut-être une petite compilation pour voir ça. Et puis on verra si c'est suffisamment stable, mais a priori j'ai envie de dire ça devrait l'être puisque c'est arrivé dans la version finale du noyau. À noter aussi, donc dans ce noyau, Linus Torvald le dit lui-même, hein, c'est pas une grosse release, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Par contre, il parle d'une petite statistique qui est assez intéressante, c'est que donc depuis que le noyau est passé sous Git, je le rappelle, c'est Linus Torvald qui a créé Git, et donc je ne vais pas refaire l'histoire hein, de Git par rapport à ça, mais il tient à nous attirer notre attention que dans le dépôt Git du noyau Linux, il y a 9 996 000 objets. Donc on est proche des 10 millions d'objets dans le dépôt Git. Alors des objets, je le rappelle au sens Git, ça on va dire ça correspond pas à un fichier, hein, mais ça va correspondre plus ou moins à une sorte de chunk dans le système de fichiers de Git. Et donc ça va correspondre aux anciennes versions de chaque fichier qui a été modifié, qui a évolué, etc. Donc peu ou prou on peut dire, si on schématise vraiment ultra grossièrement, ce qui n'est pas tout à fait le cas, qu'un objet correspond à une version d'un fichier. Ce qui n'est pas exactement le cas, mais pas loin.
Et donc, on approche de la barre symbolique des 10 millions d'objets dans le dépôt Git, ce qui est en fait quand même un très très gros dépôt. Et je le rappelle, le code source du noyau comprend dans les environs de 30 millions de lignes de code. Voilà. Alors, je salue Anne-Vue, bienvenue. Et Stéphane qui troll un peu, pas de news sur le fait que le C++ c'est pas sécure et que la Maison Blanche effectivement a fait sa petite annonce la semaine dernière. Non, j'en reparlerai un autre jour. On va pas troller aujourd'hui. En plus, on n'a pas beaucoup de temps. On a surtout, je vais vous montrer un petit peu comment on porte Doom, le code historique de Doom. On va pas passer trop de temps sur cette news de la Maison Blanche, mais j'en reparlerai dans un prochain live parce que le sujet est quand même extrêmement intéressant de par les annonces qui sont faites par des organismes, on va dire non tech, on va dire quelque part. Et voilà, c'est un sujet intéressant. On y reviendra, je pense, dans un prochain live. Voilà. Pour cette petite news, donc c'est fini et donc on va passer dans le cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Je vais essayer de pas trop déborder. J'ai déjà prévenu Titi Moby que là ça va être un live où ça risque de déborder un peu. Donc le live de Thierry qui est juste après va être décalé à 13h15. Voilà, sachez-le. Donc on a jusqu'à 13h15 pour passer du temps ensemble sur ce sujet. Donc je voulais poster hier. Je vous partage ça à l'écran. Et hier, j'ai posté en fin d'après-midi: est-ce que je viens de porter le code original de Doom datant d'il y a 30 ans pour le faire fonctionner dans le navigateur? Et oui, ce sera l'objet du live Twitch de demain, donc aujourd'hui, ce présent live. Oui, j'ai fait ça parce que je cherchais un sujet de live. Je ne savais pas trop quoi... je sais pas trop de quoi parler aujourd'hui. Et puis je me suis dit, tiens, je vais continuer dans la lignée d'Umscriptum, mon précédent live donc, qui était sur le sujet. Utiliser du C et du C++ pour générer du WASM pour faire tourner dans le navigateur au travers d'Umscriptum. Donc là, je me suis dit, tiens, prendre le code original de Doom, c'est quand même un vrai cas d'école pour pouvoir justement convertir ce code qui historiquement est écrit en C et donc de pouvoir le faire tourner dans le navigateur. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter. Alors le code de Doom, je l'avais déjà parsé, je le connaissais déjà un petit peu, je l'avais déjà compilé, donc voilà, je ne suis pas parti de zéro parce qu'il y a très longtemps j'avais déjà fait un petit peu cet exercice de regarder comment ça fonctionne, mais sans plus. Donc là je me suis dit je vais faire quand même l'exercice pour aller au bout, c'est-à-dire faire en sorte donc, de le prendre, de le compiler, de corriger ce qu'il y a à corriger, parce que c'est du code qui a été écrit il y a 30 ans, pour des plateformes 32 bits, il y a des choses qui ont changé, et forcément ça compile pas out of the box et ça fonctionne pas out of the box. Donc pour moi la démarche que j'ai faite, c'est de cloner le code, de faire en sorte de le compiler avec le makefile fourni. Donc je rappelle que ce code a été mis à disposition en décembre 1997, le 23 décembre 1997 par John Carmack. Il a été réalisé à ce moment-là, sachant que le code original de Doom datait d'avant, puisqu'il datait de 1993 quand le jeu est sorti. Donc il a réalisé 4 ans plus tard, en 1997, pour le rendre open source sous licence GPL. Donc entre-temps, les systèmes, les compilateurs, tout a beaucoup évolué. On est sur des compilateurs qui sont beaucoup améliorés, sur des façons de coder qui sont un peu différentes. Là, on est sur des plateformes 64 bits, donc évidemment, vous en doutez bien, ça ne compile pas out of the box. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on fait en sorte de le compiler. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, de le porter vers la SDL, toujours sous Linux, et la troisième étape, de le porter vers Umscriptum pour pouvoir le faire fonctionner dans le navigateur. Voilà, donc on y va. Déjà, je vais partager le GitHub ici, donc de où trouver le code de Doom. Tenez, je vous le partage aussi ici, hop, dans le chat. Et le voici. Donc si vous voulez prendre le code historique de Doom, hop, on va faire un petit zoom, voilà. Donc vous allez sur github.com, sur le compte d'ID Software et vous allez sur Doom. Donc ça c'est le code tel qu'il a été réalisé en 1997. Il y a eu 2 commits entre temps, plus ou moins juste pour mettre le readme et ajouter les informations concernant la GPL, mais c'est le code tel qu'il a été réalisé, le code qui est compilable sous Linux. C'était pas le code avec tout le renderer pour MS-DOS, etc. Enfin, toute la partie pilote MS-DOS et tout. Donc, Linux Doom, on va le retrouver dans le répertoire Linux Doom ici.
Et donc, il est architecturé, plutôt bien organisé comme code, si on regarde. Il y a des conventions de nommage qui sont un peu spécifiques. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Par exemple, G underscore, ça va correspondre à tout ce qui est jeu. HU underscore au head-up display. I, c'est tout ce qui est implémentation au niveau du système, c'est-à-dire l'implémentation dépendante. Par exemple, on va trouver tout ce qui touche au système d'exploitation en tant que tel. Le M, c'est plutôt main generic miscellaneous, on va dire. Et P, c'est plutôt pour les protagonistes du jeu et différentes choses. Voilà. Donc, on peut trouver un petit peu facilement les conventions de nommage. Je crois qu'elles apparaissent dans les README qui sont fournis. Quelque part, c'est assez simple à comprendre. Et le code, c'est du C tel qu'il a été écrit. Donc, il y a plus de 30 ans que ça. Et sachant que il y a des endroits où c'est un petit peu cracra, on va pas se mentir, mais faut remettre ça dans le contexte de l'époque où les ressources étaient beaucoup plus restreintes que maintenant. La façon de coder était aussi très différente. Et il faut pas oublier qu'ID Software, c'était une boîte indépendante qui devait publier ce jeu aussi pour pouvoir survivre. Et ce qui leur a permis de bien vivre après, puisqu'ils en ont vendu plus d'1 million d'exemplaires, je crois. Je sais plus combien exactement, mais c'est plus d'1 million d'exemplaires. Donc, première des choses à faire, c'est on va cloner le code. Et je vais vous partager mon écran ici. Et on va faire un clone. Déjà, il faut que je me mette dans la bonne fenêtre. Zoo. Donc, git clone, github.com et ID Software /doom. Donc, on clone le code. Jusque-là, tout va bien. C'est super facile. Ouais, comme tu dis, Advu, à l'époque, sous DOS, les noms de fichiers étaient limités à 8 caractères, plus l'extension. Donc, effectivement, dans les conventions de nommage, ça se retrouve. Et même dans les compilateurs en interne, c'est-à-dire la longueur des noms de symboles, etc., était aussi limitée, sachant qu'ils travaillaient avec GCC, mais ils travaillaient aussi à Wacom, C, C++, etc. Donc, il y avait différentes chaînes de compilation. C'était quand même relativement portable pour l'époque. Donc, on va aller dans Doom. Voilà. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? CD Doom. Voilà. Zoo. Et donc on retrouve notre code. Bah disons, j'ai les doigts carrés aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Et on va aller dans Linux Doom 1.10. Voilà. Donc première chose à faire, on voit qu'il y a un makefile. Donc on va essayer de compiler avec le makefile fourni. Voilà. On lance. Premier truc qui se passe, c'est ça compile pas. Pourquoi? Parce qu'il nous dit je n'arrive pas à créer linux/doomdev.o. Bah, qu'à cela ne tienne, il a besoin d'un répertoire qui s'appelle Linux pour produire ses .obj. On le crée. Étape suivante, ça va un petit peu plus loin. Et ça s'arrête sur une fatal error, include rnose.h. Donc avant, vous voyez qu'il y a plein de warnings qui sont sur RCSID defined but not used. Donc je rappelle qu'à l'époque, il utilisait beaucoup RCS et CVS, donc qui permettaient aussi, lorsqu'on faisait un check-out des fichiers, de pouvoir mettre le numéro de version dans une constante statique dans le code. Sauf que là, en fait, ces constantes statiques sont définies, mais ne sont jamais utilisées, et donc ça va un peu nous polluer. Donc ce qu'on va faire, on va éditer le makefile, et on va lui dire au compilateur d'ignorer tout ça. Hop, je vais lui dire -zoo no unused, voilà, const variable, voilà, et donc normalement ça devrait compiler un petit peu plus vite. Make clean et on recommence. Make, voilà, déjà c'est mieux. On retrouve donc notre erreur rnose.h dans ivideo.c. Donc on va éditer ivideo.c. Donc c'est là où est le code justement de la partie rendering vers l'écran de l'utilisateur. Et ici, donc c'est sur le sous-système X11. Donc il a un rnose.h et donc on va le renommer en rno tout court. Et normalement ça devrait aller beaucoup plus loin. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, il y a plein de warnings qui apparaissent. Il y a des warnings du fait parce qu'il y a des variables qui sont utilisées, parfois pas initialisées. Voilà. Donc là, on va juste se contenter de ne pas corriger ces petits warnings. Je sais que certains sont peut-être importants, mais d'autres, c'est juste indicatif parce que les compilateurs sont beaucoup plus rigoureux aujourd'hui. Et donc on va voir un petit peu ça juste après. Donc là, on voit par contre, on a des erreurs sur le fichier mmisc 257. Allez, c'est parti, on va l'éditer, mmisc. Et c'est là où vous allez voir que John Carmack, quand il a codé ça,
il a fait des hacks un petit peu violents, où là on a la définition donc des valeurs par défaut de tout ce qui vient du fichier de conf, et donc avec chaque variable dans le fichier de conf contient un nom, une location, une valeur par défaut, etc. Donc ça c'est très bien, normalement c'est que des ints qui sont stockés sur 32 bits, sauf que des fois il avait besoin de stocker pour certaines choses de configuration des chaînes de caractères. Sur 32 bits c'est parfait, les chaînes de caractères ce sont des adresses, donc des adresses en 32 bits qui tiennent sur un entier de 32 bits, donc ils pouvaient faire un vieux cast pourri. Sauf que là, ça marche pas. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est que on est sur du 64 bits, et donc faire tenir 8 octets dans 4, ça marche pas. Là, a priori, ce qu'on voit, c'est que ce truc-là, je vais le désactiver, voilà, parce que a priori, c'est des valeurs par défaut dont je vais pas avoir besoin, que je vais pas avoir besoin de changer, donc je les désactive. Donc il y en a plusieurs. Partout je vois où il fait des castes pourris de int par rapport à des chaînes de caractères, voilà. Et là, il y a les check macro aussi, c'est pareil, qui pour l'instant, on va les désactiver et on va faire en sorte que ça compile. On continue la compilation. Voilà, il se passe des choses, ça compile. Voilà, ah, il est arrivé jusqu'au bout de la compilation et il me dit au link: attention, TLS definition in libc blablabla, .tbss mismatch non TLS référence in Linux blablabla blablabla. TLS, qu'est-ce que c'est? C'est Thread Local Storage. Le Thread Local Storage, c'est quelque chose qui n'existait pas réellement à l'époque, puisque à l'époque, rappelons que notamment sous MS-DOS, on avait plutôt du monothread. Éventuellement, il existait des bibliothèques pour faire du multithread, mais bon, tout ça n'était pas prévu dans les bibliothèques par défaut. Et depuis, la libc a vachement évolué, et notamment pour la gestion des erreurs, le fameux erno.h. Et ben la variable globale erno avant n'était pas thread safe et aujourd'hui elle est multithread safe. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait là, ce que nous dit le linker, c'est que quelque part on utilise la variable erno, mais on ne dit pas qu'elle a son thread local storage, etc. Donc il y a un problème par rapport à ça, et on nous dit que c'est dans isand.o. Donc qu'à cela ne tienne, je vais ouvrir le fichier -np isand.c et le correctif va être extrêmement simple. On va juste ici mettre erno.h, puisqu'en fait il faisait un externe int erno dedans, et il suffit juste de lui inclure la définition de erno. Donc et là on recompile et c'est super, on est allé au bout de la compilation. Première étape, ça compile. Est-ce que ça se lance? Là est la question. Donc on va aller dans le répertoire Linux Doom. Ça se lance, boum, erreur de segmentation. Oups, la boulette. Qu'est-ce qu'on va faire alors à ce moment-là? On va prendre notre GDB favori. On va le lancer. Et il nous dit qu'il nous manque des fichiers WAD. Les fichiers WAD qui sont notamment les fichiers qui servent, qui contiennent tous les assets, les maps et tout ça. Je vais aller récupérer mon fichier, parce que j'en ai une copie quelque part. Doom. src doom 1.watt, donc j'ai récupéré la version shareware et que je vais relancer ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Bim, là on va plus loin. Il a chargé le fichier doom 1.watt, il a déterminé qu'il est sur la version shareware, donc ça c'est parfait, donc il a déjà chargé le niveau. Et par contre on reçoit une faute de segmentation dans le fichier, dans la fonction rinit-texture, dans le fichier rdata.c ligne 541. Ok, on va aller voir ce qui se passe. Hop, gvim-np rdata.c, ligne 541. Il nous dit, donc, patch blablabla, patch lookup, il se passe des choses ici. Donc sur cette ligne-là, il se passe des choses ici. Il nous dit que ça corps, pour une raison pour l'instant qu'on ignore. Donc pourquoi? Alors, on va regarder un petit peu le code qui est au-dessus. Et donc, en analysant le code, il y a un truc qui m'a attiré l'œil. Je me suis dit, ah tiens, là ici on fait des mallocs, parce que qui dit core dit probablement qu'on va écrire dans une zone de mémoire qui est un peu pourrie. Et effectivement, quand on regarde ici ce qu'on utilise, il y a plein de zones mémoire là, par exemple les patchs et tout ça, on va aller dans les textures et tout. Donc là on itère dans les textures et probablement qu'il se passe quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il alloue toutes les textures.
et il fait un zmalloc. Alors zmalloc, c'est une implémentation interne de malloc qui permet de réserver des zones statiques dans Doom, etc., des zones qui auront une longue durée de vie ou des zones qui auront une courte durée de vie. C'est une encapsulation de malloc pour faire un truc d'un peu plus puissant et de taguer certaines zones mémoire pour leur dire, toi tu as une longue durée de vie, toi tu as une courte durée de vie, et donc d'avoir une optimisation un petit peu plus poussée, notamment en performance quand tu as besoin de faire des mallocs au cours du jeu. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il fait un zmalloc. Il dit, alloue-moi un tableau de textures qui est le nombre de textures x4. x4, ouh, ça pue le pâté ça. x4, est-ce que ça correspondrait pas à un mot de 32 bits? Parce que si on regarde texture, hop, ici, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, texture, c'est défini ici. Voilà, donc c'est un tableau de pointeurs. Ah, c'est super, texture T, tableau de pointeurs, dans lequel, effectivement, il va allouer un tableau de pointeurs qui va contenir toutes les textures. Et on voit que sur cette ligne précise, il dit alloue-moi un tableau de pointeurs, et comme je suis un fou, je sais qu'un pointeur sur mon architecture 32.8, ça fait 4 octets, sauf qu'ici, ça fait 8. Donc je pourrais remplacer les 4 par 8. Ouais, en fait, on va pas faire ça, on va faire ici étoile texture, donc je vais déréférencer texture pour que le sizeof puisse connaître, pardon, j'ai oublié le sizeof, voilà, donc je vais faire num texture multiplié par sizeof de étoile texture pour que sizeof détermine lui-même la bonne taille. Donc là, sizeof de étoile texture, ça va lui renvoyer 8 et donc il va l'allouer correctement. Et donc ça, il faut que je le fasse pour tous les zmalloc qui ont été faits ici. Donc là, il faudra que je fasse sizeof ici, hop, voilà, étoile, texture numlump, etc., etc., etc. Voilà, donc ça, partout il y a des zmalloc. Là, ici on n'a pas le cas. Là, ici on a le cas. Voilà, donc il y a plusieurs endroits où il fait des allocations un petit peu violentes. Là, on le voit encore. Et donc, toutes ces allocations, il faut aller les corriger. Donc moi, je vais pas le faire parce qu'on va pas passer du temps à le corriger. Je vais faire cp-f. Je vais aller récupérer mon fichier que j'ai déjà préparé. Hop, et rdata.c/. Voilà. Donc, et on va regarder le diff, git diff tool. -y rdata.c. Comme ça, vous allez voir tout de suite, hop, ce que j'ai modifié. Donc, il y a plusieurs endroits où effectivement, il y a des castes un petit peu pourris. Et notamment, si on va plus loin, il y avait un cast ici, puisque map texture, c'est une sorte d'itérateur qui va itérer sur le WAD à l'intérieur. Et il avait quelque chose qui était obsolète, qui devait contenir un pointeur, et donc il faisait 4 octets, qui n'était plus utilisé, qui générait un décalage. Donc ici, je l'ai corrigé par init pour faire un padding à 4 octets, et voilà. Donc là, vous voyez que sur les malloc, j'ai corrigé tous les malloc en déréférençant à chaque fois faire le sizeof étoile de ce que je souhaite allouer. Comme ça, il va corriger lui-même automatiquement la valeur, la taille des pointeurs. Donc je l'ai fait ici, je l'ai fait ici, je l'ai fait ici. Voilà, il y a plusieurs endroits. Et il y a certains endroits où il y avait des castes un petit peu pourris, où il castait ici des pointeurs vers un int, et de la même manière, on va caster quelque chose qui fait 8 octets dans un int qui fait 4. Donc j'ai remplacé les int par des longs pour que ça fasse 8 octets. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros travail sur ce fichier, c'est de faire en sorte de corriger ces problèmes d'alignement. Maintenant, je vais pouvoir recompiler et on va pouvoir lancer. Allez, on va se mettre dans le debugger, je lance, bim. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Init translation table. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, AirDraw. Donc, de la même manière, je vais copier le fichier. Je vais vous montrer ça. AirDraw.c vers /AirDraw.c. Voilà, git diff tool. AirDraw. Voilà, de la même manière, dans ce fichier AirDraw, comme je vous le montrais sur le fichier précédent, il y avait une histoire de palette où il castait un pointeur vers un int. Donc on ne gardait finalement que 4 octets sur 8. Donc j'ai fait un cast, ici, remplacer le cast de int vers long, tout simplement. Et donc ce qui permet de pouvoir
peut-être corriger ce problème-là. Je continue, je recompile, on relance sous GDB, on lance, et il me dit, oups, on va plus loin, ça se lance, et là Doom me dit, attention, Xdoom ne supporte que 256 couleurs en pseudo-screen, en pseudo-color screen. Donc ça veut dire que je lance le jeu, mais il n'arrive pas à créer son affichage pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est seulement en 256 couleurs. Enfin, il attend seulement 256 couleurs. Or, aujourd'hui, on est sur des écrans 32 bits, parfois plus, donc ça pose un problème. Alors, comment faire pour tester? Eh bien, on va utiliser notre serveur X local et instancier un serveur X dans le serveur X. Alors, vous connaissez peut-être Xnest. Xnest qui permet donc d'instancier un serveur X, ça c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais qui permet d'instancier un serveur X dans un serveur X, mais uniquement en gardant les mêmes propriétés d'affichage, c'est-à-dire la même profondeur de couleur, etc. Depuis, ça a évolué. Xnest a évolué en Xephyr, et Xephyr permet donc d'avoir un serveur X dans à peu près les profondeurs de couleur qu'on veut. Donc on va lancer, hop, ici Xephyr, et je vais lui dire, hop, ici Xephyr, je vais lui donner un nouveau display X pour se lancer, donc Xephyr 2.1, -AC, -AC, donc je vais désactiver le contrôle d'accès, comme ça j'ai pas besoin de faire de Xhost et tout ça, etc. Et je vais lui définir un écran, un premier écran qui va être un écran de 1024 par 768 en 8 couleurs, en 8 bits. Voilà. Donc je lance ce Xephyr. Le voici qui se lance, voilà, sous vos yeux ébahis. Et je vais lancer ici. Je vais mettre Xephyr au premier plan, comme ça on le verra ou pas. Voilà, il est ici. Et donc je vais lancer // mince, je vois rien dans mon écran. Zou Linux Doom. Donc là il me dit qu'il n'arrive pas à se lancer, ce qui est normal puisque je ne lui ai pas dit utilise le display 1. Alors on recommence, display égale 2.1. Voilà, et je lance Linux Doom. Et là déjà ça plante pas. Ah, ça se lance. Je vois que j'ai un truc qui se lance là. Ça, c'est plutôt cool. Les couleurs sont tout à fait pourries, mais ça se lance. Alors pourquoi les couleurs sont tout à fait pourries? C'est probablement pour un problème de color map, de palette de couleurs. Donc ce que je vais faire, allez, hop, on va lui faire quitter Doom. Ici, voilà. Je fais quitter Doom, je quitte Xephyr, et ici, je vais aller éditer le fichier ivideo.c qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui permet donc de faire la liaison avec le serveur X. Et probablement que la color map qui est ici, voilà, ici je fais un xcreate color map, sauf que derrière il n'installe pas la color map. Allez, qu'est-ce que la tienne? X installe color map. Alors moi j'ai été programmeur X11 et motif et tout ça pendant des années, donc voilà. Alors, tu as raison tout à fait, Denis, il y a tous les what the fuck sur stdout. Alors, tous les what the fuck sur stdout, ça comprend le son, parce que le portage du son à l'époque, sous Linux, c'était un peu bizarre. Il instanciait un serveur derrière qui permettait d'envoyer les commandes de son, donc de déclencher les sons. Mais s'il n'est pas là, c'est pas très grave. Donc là, je vais lui dire xdisplay, je vais lui installer la color map dans le display, et je vais lui passer la cmap. Voilà, ici, on recompile, make, voilà, ici on relance Xephyr, ici on va relancer Linux Doom, et est-ce que ça fonctionne? Yes! Donc là on a un Doom qui fonctionne, et ça c'est plutôt cool. Donc si on veut, il suffit d'aller dessus, hop, on voit qu'on peut se promener dans les menus, on peut aller ici. Voilà, oups, et là il a pété, mais il y a un problème de débordement de mémoire quelque part, mais bon c'est pas grave, c'est un truc que j'avais déjà corrigé. Donc j'ai corrigé des petits bugs, il y a des petits trucs qui vont pas, bon, à certains endroits. Bon, je vais aller au-delà, hein. De toute façon dans le dépôt que je vous ai partagé, puisque le code est disponible sur github.com, gitlab.com, sur mes miroirs, donc vous verrez qu'il y a quelques petites corrections que j'ai faites en plus. Donc, ça se lance. Maintenant, l'étape suivante, pour moi, ça a été donc d'analyser le code et de prendre tous les warnings. Il y en a un petit paquet. Make clean all.
Voilà, vous voyez, il y a un paquet de warnings avec des trucs qui sont utilisés mais non initialisés, etc. Enfin, il y a plein de warnings. Donc tout ça, je les ai pris tous un par un et j'en ai corrigé un maximum. Mais vraiment, quand je dis un maximum, j'en ai corrigé un maximum. Puis, je suis arrivé à un point où ça fonctionnait, ça se lançait. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte de rajouter, donc de retirer le support SDL, le support X11 et de rajouter un support SDL à la place. Donc ce que je vais faire CRF Linux, mkdir Linux, non, je vais pas faire ça, je vais faire un cp étoile.ch étoile, je vais récupérer mes sources, je vais récupérer, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais prendre projet, TMP, donc ce que j'ai fait, j'ai préparé des makefiles qui vont me permettre de pouvoir rajouter donc mes propres makefiles, le support de donc un makefile.linux et un makefile.wasm. Donc j'ai créé deux makefiles donc, qui vont me permettre d'avoir une compilation avec une chaîne de compilation un petit peu plus maîtrisée, de désactiver un certain nombre de warnings et de pouvoir compiler avec la libSDL. Donc globalement c'est presque le même makefile qu'avant, mais c'est les makefiles exemples que j'ai pris donc, de mon précédent live et donc que j'ai adapté pour pouvoir compiler Doom. Donc j'ai pris ces makefiles, j'ai adapté ce qu'il fallait et j'ai effectué les corrections qui s'imposaient. Donc ensuite ce que j'ai fait un git mv ivideo.c et je l'ai renommé en ivideo x11. Donc celui-ci, je vais le garder de côté et je vais créer un nouveau fichier ivideo SDL. Donc j'ai préparé le template déjà, cp tilde projet tmp doom ivideo SDL. Voilà. Donc en gros, je suis parti du fichier ivideo x11. Voilà. Je l'ai complètement nettoyé de tout ce qui était pas nécessaire et je n'ai gardé que les fonctions publiques qui étaient appelées partout ailleurs dans le code. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, donc j'ai les headers, c'est à peu près standard. J'inclus la SDL et un certain nombre de headers qui sont nécessaires à la compilation pour pouvoir accéder à l'interface en C, donc qui est appelée partout ailleurs dans le code. Et donc, quand on nettoie un petit peu le fichier ivideo x11.c, on se retrouve donc avec un certain nombre de méthodes à implémenter qui sont initgraphics, shutdowngraphics, donc initgraphics qui permet d'initialiser l'affichage, shutdowngraphics qui permet donc de finaliser l'affichage une fois qu'on quitte, une méthode startFrame, donc qui est appelée à chaque fois qu'une image est générée, startTick qui est appelé juste après, mais startTick qui permet de pouvoir aussi, qui est appelé chaque fois qu'on génère un tick d'émulation, enfin de simulation du jeu. Dans l'idéal, startFrame et startTick sont appelés l'un après l'autre. Mais sur des machines peu puissantes, il se peut que startFrame et startTick ne soient pas appelés le même nombre de fois, parce qu'on a besoin de sauter des frames, parce que voilà, la machine n'est pas assez puissante. Il y a une méthode updateNoBlitz, donc qui permet donc de mettre à jour l'affichage sans l'envoyer à l'écran. FinishUpdate qui permet donc de finaliser une frame et donc d'envoyer à l'écran. Une méthode readScreen, donc qui permet de récupérer le contenu de l'écran à certains endroits du jeu. Parfois, le moteur a besoin de récupérer le contenu de l'écran. Donc, si c'est un frame buffer, on lui envoie ce qu'il y a dans le frame buffer. Et la méthode iSetPalette, donc qui permet d'initialiser la palette de couleurs. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, il va nous falloir simplement, si je puis dire, combler les trous. Voilà, donc je vais vous le faire un petit peu à la méthode assez rapide. Je vais reprendre mon fichier, si je le retrouve. Voilà, ivideo SDL. Donc une des premières choses qui est à faire, c'est donc de créer les fenêtres et les surfaces dont on a besoin. Je le rappelle que la libSDL, elle a besoin donc d'être initialisée et d'être finalisée. Donc première chose à faire, hop, on va initialiser la libSDL. Donc je crée une méthode SDLinit, SDLKit qui font juste ce qu'il y a à faire en termes d'initialisation. Et dans la méthode initgraphics, je vais rajouter ici la méthode SDLinit
et dans la méthode shutdown SDL kit. Voilà. Ça, une fois que ça c'est fait, j'ai initialisé la libSDL et je suis capable de la finaliser lorsque je quitte le jeu. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais avoir besoin d'une fenêtre, je vais avoir besoin d'un renderer, ça c'est SDL qui l'impose. Je vais avoir d'une surface sur laquelle je vais pouvoir faire, générer les images du jeu. Je vais avoir besoin d'une palette que je vais attacher à cette surface. Je vais avoir besoin d'un backbuffer. Voilà, donc le backbuffer qui va être dans la même profondeur de couleur que l'écran, et d'une texture dans laquelle je vais aller écrire ce backbuffer dedans, tout simplement. Donc, globalement, moi j'ai créé, dans ma méthode initGraphics, on va retrouver quelque chose comme ça. Voilà, et je vais vous montrer l'implémentation après de comment c'est fait. Voilà. Donc, initGraphics, je vais reprendre mes méthodes. Je vais me les copier ici. Voilà. Et voilà. Donc, après l'initialisation de la SDL, je crée une fenêtre, ici, init window. Donc, je vais lui passer un titre, une coordonnée XY, une largeur, une hauteur et éventuellement des flags, en disant que, par exemple, la fenêtre est resizable. Pour la destruction, je détruis la fenêtre. Le renderer, je crée le renderer dont j'ai besoin. Le renderer, je le finalise en cas de pépin ou lorsqu'on quitte. Je crée ma surface, donc la surface RGB dont j'ai besoin, mais qui n'est pas une surface RGB, qui est une surface 8 bits, on le voit ici, qui est exactement 8 bits. Pourquoi? Parce que Doom génère ces images en 8 bits, 256 couleurs. Voilà, donc ça va être mon backbuffer dans lequel Doom va dessiner son écran. Ensuite, je vais créer une palette, ici, et une palette que je vais attacher donc à la surface que j'ai préalablement créée. Pareil pour la méthode finie, pour finaliser la palette, et une picture. Cette picture, c'est comme la surface que j'ai créée précédemment, mais qui est dans la même profondeur de couleur que l'écran sur lequel je vais afficher. Et en fait, cette picture va être un buffer intermédiaire dans lequel je vais convertir l'image 8 bits dans la profondeur de couleur de l'écran, qui est donc du RGB en 32 bits, tout simplement. Et la texture, puisque SDL ne permet d'afficher à l'écran qu'au travers d'une texture, donc en fait on va utiliser une surface pour pouvoir générer donc les datas affichées, et on va utiliser cette texture pour lui streamer les datas dans cette texture et la présenter à l'écran. Voilà. Et ici, on a un certain nombre de variables globales qui sont utilisées par Doom, notamment Screen. Il y a un tableau de 5 écrans, qui sont 5 backbuffers dans lesquels Doom fait ses calculs. Le Screen 0, ça correspond à ce qu'on veut afficher à l'écran. Donc moi, je récupère ce Screen 0 et je remplace son adresse par l'adresse de ma surface, l'adresse des datas de ma surface. Comme ça, il va dessiner directement dans ma surface. Donc une fois que j'ai fait le initGraphics, le shutdown graphics, j'ai plus qu'à aller implémenter simplement Zoo sur les parties, je vais vous montrer ça. Donc start frame, on fait rien dedans. Moi je me suis basé sur le code de X11, donc il faisait rien dans start frame, on fait rien. Dans start tick, on va aller récupérer les événements. Donc hop, on va poser les événements ici, start tick, et donc je vais faire une boucle while en disant à SDL, tant que tu as des événements, tu polls les événements et ensuite tu les traites. Si tu reçois l'événement kit, c'est-à-dire on a fermé la fenêtre, tu vas appeler la méthode onKit qui est implémentée un petit peu plus haut, que je vais vous montrer après. Si on appuyait sur une touche, on appelle la méthode onKeyDown. Si on a relevé une touche, on appelle onKeyUp. Si on a bougé la souris, onMouseMotion. Enfin bref, vous avez compris le concept, etc. Donc tous ces événements, tous ces gestionnaires d'événements, je les ai implémentés. Donc je vous montre très rapidement parce que le temps file très très vite. Hop, onMouse button, onMouse up, voilà, je les ai implémentés ici, voilà. Donc, onKit, ça va appeler simplement la méthode eKit global, donc qui va permettre donc de quitter simplement le jeu. OnKeyDown, j'ai une méthode qui s'appelle translateKey, donc qui va permettre de translater les touches. Je ne l'ai pas mise, donc je vais vous la mettre là, qui est un bed switch case, de translater les touches au sens SDL vers les touches au sens Doom. Voilà. Je vais les mettre là, Zoo. Donc vous voyez, chaque fois que je reçois une touche,
Si c'est SDLK right, je vais dire que c'est la key right arrow. Si c'est SDLK left, je vais dire que c'est key left arrow. Donc j'ai une fonction qui va permettre donc de translater les touches et donc de les envoyer au gestionnaire d'événements de Doom. Donc on key down, je récupère la touche en la translatant du keyboard, je crée un événement pour Doom en lui disant que c'est un événement de type key down, je lui passe dans data 1 la touche et ensuite je lui poste à la boucle d'événements de Doom l'événement. Et je fais ça pareil pour key up, pour mouse motion, pour mouse button down et mouse button up. Voilà. Donc vous irez voir l'implémentation, c'est relativement simple à comprendre et j'essaie d'éclater ça dans du code qui est assez lisible et relativement maintenable, même pour des gens qui ne sont pas habitués au C. Et ensuite, update no blitz, on s'en sert pas. De la même manière que dans le Pilot X11, c'était pas implémenté. Par contre, finish update, c'est là où on faisait le blitz, c'est-à-dire d'envoyer les infos à l'écran. Donc là, ce que je fais, à chaque fois que update no blitz, pardon, pas update no blitz, je me suis trompé, c'est finish update. Voilà, chaque fois que finish update est appelé, ce que je vais faire, je vais prendre la surface dans laquelle Doom a généré son affichage. Je vais la copier vers la surface, vers le back buffer intermédiaire qui est dans la même profondeur d'écran que ce que je vais afficher à l'écran. Et ensuite, je vais updater la texture avec cette surface. Une fois que cette texture elle était updatée, c'est-à-dire que j'ai streamé le contenu de mon back buffer dans la bonne résolution et dans la bonne profondeur de couleur, la texture contient la data. Ce que je fais un render copy, c'est-à-dire je copie la texture dans le renderer donc, qui correspond à la partie présentable à l'écran, et je présente ici, et je présente les infos à l'écran, tout simplement. Voilà. Et pour les deux dernières méthodes qui restent à implémenter, c'est read eScreen, où là je fais un simple même copie donc de mon screen 0 vers le screen qui est demandé, parce que Doom peut avoir besoin dans ses besoins en interne, notamment quand il fait l'effet de l'écran qui descend comme ça, qui fond, ce genre de choses. Il a besoin de récupérer donc le frame buffer, il le copie dans des buffers intermédiaires pour pouvoir faire son effet. Et la dernière méthode, c'est la méthode qui permet donc de générer la palette, donc de pouvoir avoir la palette de couleurs avec la correction gamma ici, tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on se retrouve donc avec un code qui compile. Donc je suis allé dans le code que j'ai préparé et que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Zoo. Donc là on fait un make-f makefile.linux. Donc là ça va compiler. Donc il reste encore quelques petits warnings qu'il faut que je corrige. Voilà, et donc je peux lancer doom.bin qui se lance ici, voilà, et on se retrouve donc avec Doom, voilà, qui est jouable en SDL directement dans notre écran. Voilà, Zoo, je vous le montre, et là on est capable de jouer à Doom en SDL. Ça c'est cool. Ensuite, il y a des petites choses à faire si on veut le porter avec Emscripten. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que dans Emscripten, on ne peut pas avoir une boucle infinie comme ça. Il faut dire à Emscripten de pouvoir créer un worker thread et ce worker thread de pouvoir le dire à Emscripten, c'est ta boucle principale de ton jeu. Donc, qu'à cela ne tienne, il y a un endroit, donc c'est ici, np, je crois que c'est dans dmain.c. Emscripten. Donc, dans Emscripten, ce que je dis, lorsque je compile avec la chaîne de compilation, je dis si on est en compilation Emscripten, j'inclus emscripten.h, voilà, tout simplement. Et la boucle principale de Doom, donc des Doom loops, ce que j'ai fait, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le while 1 et je l'ai mis dans une méthode qui s'appelle iterate, ici. Donc, iterate est appelé à chaque tour de boucle de Doom, chaque fois que Doom fait un tour de boucle. J'ai sorti ça dans la méthode iterate. Pourquoi? Parce que Emscripten, lui, il a besoin d'avoir une méthode qui l'appelle à chaque tour de boucle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en sortant ça, si je suis en compilation normale, on fait un while 1 iterate. Et si on est en compilation Emscripten, je fais Emscripten set main loop, et je lui passe la méthode iterate en lui disant choisis toi-même le nombre de FPS, simule une boucle infinie, et ça appellera automatiquement la méthode iterate dans un worker thread. C'est globalement la seule chose que j'ai fait pour pouvoir le convertir avec Emscripten. Voilà. Donc, si je compile makefile.linux, je vais cleaner, je vais compiler
en mode Wasm cette fois-ci. Donc en mode Wasm, d'ailleurs je vais vous montrer le makefile. Hein. Le makefile, il contient donc globalement la même chose que le makefile pour Linux. La seule différence, c'est que je lui dis d'utiliser son port sdl2.mscripton. Je lui dis ici. Et globalement, je lui dis en plus de charger le fichier dans le package Wasm qui va générer, donc d'utiliser le preload plugins et donc de précharger le fichier doom1.wad pour qu'il puisse l'embarquer dans le Wasm et donc d'avoir les datas de Doom embarquées directement dans le Wasm qui est généré. C'est tout ce que je fais. Donc là, si je compile, je peux faire makefile .wasm clean all et ça compile. Et normalement, à la fin, on doit se retrouver avec le Doom qui est compilé en Wasm. Et voici, et que je peux lancer, voilà, avec emrun, comme je vous avais montré dans le live précédent. Donc je vais faire emrun doom.html. Et voici Doom qui se lance automatiquement, donc dans mon navigateur, sous vos yeux ébahis. Et ça, c'est cool. Et donc on peut jouer directement dans le navigateur comme si on était donc sous Linux. Donc on peut faire New Game. Voilà, hop, on va faire comme ça. Voilà, donc par défaut, je ne sais pas pourquoi, hop, il dit, voilà, on agrandit la taille de l'écran. Et alors la souris fonctionne aussi. Hein. La souris, il faut que j'améliore un petit peu le code de gestion de la souris, mais ça fonctionne. Donc on peut se promener donc dans les niveaux de Doom et jouer à Doom directement dans le navigateur, puisque là c'est juste un fichier Wasm, un fichier JavaScript et HTML à intégrer, et donc ça je le mettrai sur mon blog, comme ça les gens pourront tester directement. Voilà, et donc là on joue comme il y a 30 ans à Doom. Hop, allez, on va aller dézinguer des gens. Zou, je crois que c'est par là que ça se passe. Allez, zou. Ah, je fais du speedrun. Hein. Voilà. Il y a un grand méchant. Allez, on va le dézinguer. Eh, tu veux pas mourir, toi? Quand même. Et voici la fin du niveau. Et voici. Et donc, on joue à Doom dans le navigateur. Donc, ce qui manque aujourd'hui, comme je vous le disais, il manque des petites choses, hein. Notamment la gestion du son, comme je le disais tout à l'heure suite à la réflexion de Denis, alias le Finnois, c'est qu'en fait la gestion du son sous Linux, il a un serveur de son qu'il lance lui-même et ensuite il envoie des commandes à ce serveur de son. Donc ce serveur de son charge le WAD et envoie donc toute la partie, chaque effet spécial. Donc ça, j'ai juste un petit port à faire. Il faut que j'aille modifier le isound.c pour le modifier et donc que ce soit mscriptum qui envoie directement le son donc dans le navigateur, ou sur la partie SDL qu'on joue directement les sons qui sont nécessaires puisqu'ils sont chargés. Donc il y a juste le fichier isound.c à modifier, mais aujourd'hui le fait qu'il ne soit pas implémenté, c'est pas très grave, puisque si le serveur de son ne se lance pas, ça n'empêche pas Doom de tourner. Il dit juste c'est les what the fuck qu'on a vu tout à l'heure. Il dit juste bah tiens, le son n'est pas préchargé ou ce genre de truc, j'arrive pas à jouer, mais c'est pas grave, je continue quand même à jouer. Voilà. Donc je vous ai fait ça un petit peu en accéléré parce que sinon ça aurait pu durer des heures en live code. Mais c'était pour vous montrer un petit peu la démarche que j'avais faite hier pour pouvoir faire tourner ça donc dans le navigateur. Sachez que on peut faire exactement la même chose avec Quake, avec plein d'autres jeux qu'on peut porter dès lors que vous avez le code source en C. Si le code est globalement relativement bien écrit et qu'on a quand même un peu de pratique en C, parce que pour les histoires des zmalloc que je vous ai montré, les débordements mémoire, etc., ça va, c'est parce que je suis très habitué à ce genre de programmation, donc j'ai trouvé assez rapidement. Mais effectivement, on peut y passer quelques heures à corriger des petites erreurs de programmation ou des choses qui ont été faites parce que le contexte de l'époque était très différent. Mais globalement, quelque chose qui est relativement bien écrit, vous pouvez faire un portage de 1 à 1 d'une plateforme native vers le navigateur à coût très réduit, puisque vous voyez qu'au final, la partie mscripton, il n'y a que 2 endroits où j'utilise vraiment un diesifdef mscripton. Vous verrez dans le code que j'ai fourni sur mon miroir GitHub et GitLab. Mais globalement, il n'y a pas grand chose à faire. En gros,
c'est de dire, lorsqu'on rentre dans la main loop, c'est de dire, vas-y, Emscripten, prends cette main loop et appelle-la très régulièrement. Et le reste, c'est juste une question de portage, donc d'implémenter de façon sur la partie implémentation dépendante, donc la partie SDL, ce qui permet donc de pouvoir faire l'affichage et tout ça. Voilà. Alors, Anvu, tu dis un peu surpris de l'erreur size of pointer en hard codant A4 vu le niveau de John T. Carmack. Ouais, mais tu sais, il y a plein d'autres endroits où tu peux te dire qu'il a fait plein de trucs à l'arrache. Et je pense qu'à l'époque, de toute façon, on ne se posait pas de questions sur la taille des pointeurs. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît évident qu'il aurait mieux fait de faire un size-off étoile en déréférençant donc, la valeur de destination. Mais bon. Alors Stéphane, tu dis j'aime ta notion de relativement simple. Oui, franchement c'est relativement simple. J'y ai passé une petite après-midi hier. Ça a été un petit peu step by step. Mais bon, après c'est vrai que j'étais pas neuf dans le code de Doom, je l'avais déjà vu. Et je savais comment il était architecturé, globalement à peu près comment il fonctionnait. Mais bon, même si vous ne savez pas, quelqu'un qui est un peu aguerri en C ou en C++ dans la programmation, et notamment la programmation graphique et tout ça, à coup de quelques greps, utilisation donc, de GDB. Alors j'ai utilisé GDB, j'ai utilisé aussi Valgrind pour pouvoir détecter les débordements mémoire, pour voir justement faire les petites corrections chirurgicales qu'il fallait dans le code. Donc vous verrez dans le dépôt que je vous ai partagé, il y a globalement à peu près 3 phases. Il y a une première phase où c'est juste les correctifs, un commit avec que les correctifs qui permettent de faire compiler le code et de le faire fonctionner avec X11. Ensuite, il y a un deuxième commit qui amène toute une petite correction, un ensemble de corrections de warning et la partie SDL avec Memify, etc. Et un troisième commit qui permet juste d'apporter un readme, la licence et une réorganisation du dépôt. Donc vous verrez que en fait, les commits sont organisés de telle manière. Donc, premier commit que j'ai fait, c'est pour compiler, faire les corrections minimales pour que ça compile et que ça fonctionne. Deuxième commit, c'est j'apporte la partie SDL avec toutes les corrections qui s'imposent, les corrections nécessaires pour pouvoir donc apporter la SDL, les compilations Wasm, et le reste c'est des commits, on va dire, cosmétiques. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça, je vous partage ça à l'écran et je vous partage ça sur le replay de mon live, donc sur mon miroir GitHub. Donc vous allez sur ponceto/doom, vous l'avez aussi sur mon miroir gitlab.com, ponceto/doom aussi. Donc vous retrouvez, les codes sont synchronisés avec mon GitLab personnel interne. Et donc vous pourrez retrouver tout le code, le télécharger, le compiler, faire joujou avec. Et si ça vous inspire de vous dire, tiens, est-ce que vous pouvez refaire l'exercice en ayant un petit peu un pas à pas et en ayant des commits relativement atomiques qui vont pouvoir aussi vous permettre de vous guider un peu sur la méthode. Parce que cette méthode, vous pouvez l'appliquer globalement à quasiment n'importe quel jeu ou n'importe quel port que vous allez faire avec Emscripten. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu comme live. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer en tout cas. Préparer toute cette partie portage avec de la SDL, avec le Wasm et avoir donc finalement un Doom qui tourne dans le navigateur, c'est quand même assez plaisant, c'était assez rigolo et je pensais pas hier que j'arriverais à le faire si vite, vraiment. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a l'ami Titi Moby qui doit faire son live et donc on avait dit 13h15 et on y arrive, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je tiens le timing, Thierry, j'espère que tu es prêt. Ah bah écoute, on va bientôt basculer sur ton live alors. Donc, alors Dominique se dit excellent la semaine prochaine, Doom réécrit en V. Alors on peut parce que Doom a été transpilé, puisqu'il y a du C2V qui existe, le transpilateur de C vers V qui existe, et il a déjà été transpilé en langage V. Voilà, sache-le. Et bah voilà, bah merci à toutes et à tous. Je vois que c'est un live qui vous plaît. En tout cas, c'est le genre de sujet qui est hyper plaisant et hyper rigolo à faire. Peut-être qu'un de ces quatre, je prendrai le code source de Quake et je ferai exactement la même chose. Même s'il y a déjà plein de gens qui ont fait ça. Hein, je suis pas le premier à faire un port SDL, Emscripten, etc. Mais là, j'ai voulu faire vraiment un truc un peu didactique, pas à pas, et vraiment au minimum, c'est-à-dire sans changer toute l'architecture de code. Vraiment en faisant des actions chirurgicales pour avoir le code original qui tourne tel qu'il tournait il y a 30 ans, tout simplement. Donc, et si vous voulez donc tester avec les niveaux complets de Doom, vous pouvez les récupérer, je ne vous dirai pas où parce que c'est du piratage, hein, c'est quand même sous licence, mais vous pourrez récupérer tous les WAD correspondant à Doom et tous les dérivés de Doom et donc les faire tourner avec ce moteur directement dans votre navigateur ou sur votre box Linux. Voilà, tout simplement.
Bah écoutez, on est arrivé au bout, donc je vais vous faire plein de bisous. Je prépare le raid pour l'ami Thierry, qui nous attend avec un plaisir non dissimulé, j'imagine. Hop, je lance le raid. Alors, est-ce qu'il est créé? Le raid est créé. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Il faut que je réfléchisse à un sujet au moins aussi intéressant pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous. On part chez l'ami Thierry. Allez, à ciao, bye bye.